Alors Martin Luther King n'a pas été non-violent de tout temps, n'est pas un non-violent de naissance. D'ailleurs, je pense que personne n'est non-violent de naissance. La non-violence a été le fruit d'une conversion pour lui. Et tout au long de son enfance, eh bien, il a fait des expériences de racisme. Par exemple, un de ses petits copains blancs est un jour venu lui dire, il avait 6 ans, hein, que son père avait décidé qu'il ne devait plus se voir parce qu'il était noir. Et puis à 14 ans, il est victime de discrimination dans un bus où il est obligé de rester debout c'est un bus inter-État, donc pendant plusieurs heures. Il voyage debout devant un siège vide parce que ce siège est réservé à un blanc. Et donc tous ces événements suscitent en lui de la haine, il le dit, hein, de la haine envers les blancs. Et la non-violence ne viendra que au cours de ses études d'abord, lorsqu'il rencontre la pensée de Gandhi, à travers un homme qui revient d'Inde et qui, après l'assassinat de Gandhi, témoigne de ce qu'il a vécu auprès de Gandhi. C'est une conférence à New York pendant les études de Martin Luther King. Mais ça ne se fera pas en un jour, puisque une fois nommé pasteur à Montgomery, pendant plus d'1 an, il gardera un revolver sur lui. On n'a pas cette image-là de Martin Luther King. Ce revolver, il le gardera pour se défendre en cas d'attaque, jusqu'à ce que, au cours du boycott des bus de Montgomery, au cours de ce boycott en janvier 1956, donc le boycott a commencé depuis 2 mois, il traverse une expérience spirituelle très profonde. Il a été appelé pour prendre la tête du mouvement parce que c'est un pasteur connu, apprécié, qui a un charisme fédérateur, qui arrive à mettre ensemble des personnes qui peuvent avoir des rivalités entre elles. Il arrive à unifier la communauté noire de Montgomery. We, the Negro citizens of Montgomery, have been engaged in a non-violent protest against injustices and indignities experienced on city buses. Et depuis 2 mois, il organise le boycott des bus pour exiger la fin de la ségrégation, la fin de la discrimination à l'égard des Noirs. Et au bout de 2 mois, il est épuisé parce qu'il reçoit des coups de téléphone tous les jours, toutes les nuits, des menaces de mort, et il a envie de lâcher, et il se tourne dans la prière vers Dieu, et au cours de cette nuit, il entend une voix qui lui dit « Je serai avec toi, tiens le coup, lève-toi pour la justice ». Et il interprète cette voix comme étant celle de Jésus, qui lui promet d'être toujours avec lui. Et là, pour lui, ça va être un événement décisif qui va le tenir jusqu'à la fin, pendant 12 ans, puisqu'il mourra 12 ans plus tard. Il va continuer à subir des menaces, on peut dire jour et nuit, enfin chaque jour de ces 12 années, il reçoit des pressions, des menaces. Mais il décide, après cette nuit, cette expérience spirituelle, de renoncer à son revolver, de demander à tous ses amis de renoncer également à leurs armes et de s'engager dans la non-violence par fidélité au Christ, aussi par calcul politique, parce que les Noirs sont 12% de la population. Il sent bien que s'ils prennent les armes, le rapport de force est tout à fait défavorable. Mais on ne peut rien comprendre à son courage et au fait qu'il ait tenu le coup pendant 12 années si on enlève cet aspect spirituel, cet enracinement spirituel qui a été décisif pour lui. Alors Gandhi, il l'a donc rencontré au cours d'une conférence pendant ses études, et en sortant de cette conférence, il se précipite dans les bibliothèques, dans les librairies pour trouver
tout ce qu'il peut trouver sur Gandhi et de Gandhi, et il lit tout ça. C'est un grand lecteur, hein, Martin Luther King, surtout pendant les années d'études. Donc il est au fait de tout ce que Gandhi a fait, il va s'en inspirer, mais à ce moment-là, ça reste intellectuel, ça reste une référence qui parle à son intelligence. C'est vraiment à travers des expériences spirituelles et des expériences humaines, c'est à travers l'action qu'il va se convertir à la non-violence. Eh bien, la prière a une importance de premier plan. C'est un homme de prière, hein, Martin Luther King, ce qu'on ne dit pas assez souvent en France. Je trouve que le regard qu'on porte sur Martin Luther King est différent aux États-Unis et en France. En France, on en fait un leader sociopolitique, ce qu'il était, qui a combattu pour l'égalité et pour l'acquisition des droits civiques pour les Noirs, mais c'est d'abord un homme de prière, c'est-à-dire un homme qui priait tous les jours et qui avait aussi, comme ça se faisait dans la tradition baptiste, un culte domestique, c'est-à-dire que chaque semaine, il y avait, en plus du culte du dimanche matin pour la communauté, un culte à la maison, avec ses enfants, avec sa femme, où on chantait, on lisait la Bible et on priait ensemble. Et ça, tout au long de sa courte vie, puisqu'il est mort à 39 ans, eh bien, ça sera une ressource absolument décisive. Et je crois qu'on ne peut rien comprendre à l'engagement de Martin Luther King si on ne tient pas compte de ce soutien dans la prière à travers l'action. Par la suite, il va organiser la formation de tous les militants qui vont le suivre, une formation qui sera une formation spirituelle, c'est-à-dire que ceux qui s'engageaient dans les actions avec lui commençaient par se former pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, une sorte de formation militaire non violente, si on peut dire, avec des jeux de rôle, hein, des sociodrames où on se mettait en scène pour voir comment on réagissait dans telle ou telle situation. On lisait la Bible, on chantait, on priait ensemble, et on essayait surtout d'analyser ses propres peurs, et on essayait de voir comment traverser sa peur. Donc on mettait en scène une situation de grand danger, et puis après on analysait comment on s'était comporté dans telle ou telle situation. Et donc c'était à la fois une préparation militante et une préparation spirituelle qu'il va animer avec ses amis pendant des années. Alors Martin Luther King était aussi un lecteur de la Bible, un lecteur assidu, il lit la Bible tous les jours. Et il lit à la fois l'Ancien Testament où, en tant que peuple noir, il peut s'identifier au peuple hébreu qui marche vers la libération. Et puis, il lit surtout le Sermon sur la montagne et tous les textes, toutes les paroles de Jésus, mais aussi les paroles de Paul dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, ces paroles qui invitent à surmonter le mal par le bien, à aimer ses ennemis, à donc renoncer à la violence par fidélité à l'Évangile, en vue de la réconciliation, non pas la victoire sur des ennemis, mais transformer les ennemis en adversaires d'abord, et ensuite les adversaires en amis ou en prochains. Tout cela, il fait tout un travail de théologien pour essayer de s'inscrire dans une suivance à l'égard du Christ. Alors, il aura des doutes sur certaines stratégies, puisqu'il y a des actions qui ont échoué. C'est un fin stratège, hein, Martin Luther King, avec ses amis, il n'est jamais seul. Hein. Ils organisent les actions en réfléchissant bien à l'avance sur le rapport de force qu'il faut faire. Et puis il y a des échecs, et il analyse les échecs, il essaye de voir comment améliorer la stratégie. Après, il y a des doutes sur son propre comportement, et notamment dans les dernières années de sa vie, où il va commencer à fumer et à boire un peu trop, et à tromper son épouse. On le sait, c'est maintenant de notoriété. Il avait un faible pour les femmes, et cela renforçait son anxiété. C'est un homme très anxieux, très angoissé, avec, dans les dernières années, des périodes d'euphorie et des périodes de dépression. Et le FBI, qui le suit partout, qui pose des micros dans ses chambres d'hôtel, va profiter de ses faiblesses, hein, à la fois la boisson et son goût pour les femmes, pour le discréditer, pour le salir.
Et tout cela va évidemment l'affecter beaucoup. On sait que son épouse Coretta et lui-même vont s'expliquer, vont se réconcilier après des difficultés dans le couple. Le FBI va envoyer des enregistrements d'une nuit dans un hôtel à Coretta, et ensuite ils vont se pardonner mutuellement et se réconcilier. Et néanmoins, il va recommencer. On sait que la dernière nuit avant son assassinat, dans sa chambre d'hôtel, il y avait 2 femmes dans son lit. Ça c'est des choses que l'on sait, et que Martin Luther King justifiait quelque peu en disant qu'il passait 25 jours et 25 nuits par mois loin de son foyer, et en même temps, il se le reprochait, et il sentait bien que c'était sa faiblesse qui parfois prenait le dessus. On n'imagine pas ce qu'était la pression. Alors, tant que c'était la campagne pour les droits civiques, qui se termine en 1965 avec une victoire totale et une égalité complète, la fin de la ségrégation et le suffrage universel, il est soutenu par les églises des États du Sud, et il a un allié à la Maison-Blanche, donc il a des soutiens officiels et larges. À partir du moment où, en janvier 1966, et jusqu'à sa mort le 4 avril 1968, il va, non pas ce qu'il aurait pu faire, se reposer, prendre une paroisse tranquille et se reposer sur ses lauriers, il va décider de changer de combat et de s'engager contre la misère, contre la guerre du Vietnam, en faisant le lien entre la misère et la guerre du Vietnam. The world now demands a maturity of America that we may not be able to achieve. It demands that we admit that we have been wrong from the beginning of our adventure in Vietnam, that we have been detrimental to the life of the Vietnamese people. The situation is one in which we must be ready to turn sharply from our present ways. The New Testament says, repent. À ce moment-là, il va perdre à la fois son soutien à la Maison-Blanche, parce que Johnson ne voudra plus jamais le recevoir, mais il perd surtout ses soutiens parmi les églises du Sud, qui considèrent qu'il n'est pas patriote et qu'il ne doit pas s'engager sur ce champ-là. Et donc, il va perdre bien des soutiens d'amitié et des soutiens financiers, et surtout, il va aller de fiasco en fiasco, puisque tout ce qu'il va entreprendre entre 66 et 68 va échouer. Et le FBI redouble d'adversité en essayant de le faire passer pour un communiste et pour un homme, on sait bien aux États-Unis, un homme dont la vie privée n'est pas irréprochable ne peut pas être pris au sérieux sur un plan public. Hein. C'est le propre des États-Unis, c'est un peu différent en France, mais voilà, aux États-Unis c'est comme ça. Et tout cela, je ne dis pas justifie, mais explique en partie comment il va peu à peu sombrer psychologiquement et se laisser entraîner dans une spirale. Ce que je garderai de Luther King, c'est que c'est un homme qui nous donne de l'espérance. Dans un monde qui est quelque peu désespéré, on a là, non pas un modèle, mais un exemple, un chemin qui a pu être emprunté par un homme et par bien des hommes et des femmes avec lui, et qui aujourd'hui peut nous donner un peu de baume au cœur et une insistance sur le sens de ce que nous faisons.